Ceci n'est pas un film de science-fiction. Cette scène a été filmée sans trucage. Nous sommes en 2018 sur Terre et nous marchons littéralement sur une plage de plastique. C'est Sarah Jeanne Royer, une océanographe québécoise, qui nous a conduits ici, dans cette réserve naturelle, devenue un symbole de la pollution du XXIe siècle. Nestlé, on en trouve beaucoup, hein? Une petite pelle pour ramasser les poussières. Des petits produits de la vie de tous les jours. Ça, c'est du plastique à usage unique que les gens utilisent un peu tous les jours pour leur goûter, pour leur travail. Des objets en plastique sur la plage, on en a déjà tous vus, mais jamais autant, et jamais dans un lieu aussi isolé. Ah oui, on ne vous a pas dit, nous sommes au milieu de l'océan Pacifique. Là, exactement, tout au sud d'Hawaï. Et tout le plastique recraché par la mer vient de loin, de très très loin. C'est japonais. Tu peux voir les petits symboles ici. Hop. Ça a traversé l'océan? Ouais. Puis en plus, ça a pris plusieurs années sans doute, parce que sinon, on ne verrait pas une quantité aussi énorme de coraux. Si vous n'avez pas encore réalisé, c'est le moment de vous le dire. Le plastique, c'est résistant, extrêmement résistant. Et d'ailleurs, c'est sa plus grande qualité et son plus gros défaut. Le plastique, il disparaît pas. Il reste, puis il devient de plus en plus petit. Et même quand on n'est pas capable de le voir, ben, c'est des molécules chimiques qui existent toujours, qui n'est pas du tout naturel dans l'écosystème ici. Si cette pollution visible vous fait froid dans le dos, sachez que ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. L'autre partie finit tout au fond des océans. Dans ce laboratoire au nord d'Hawaï, la spécialité maison, ce sont les animaux marins. A priori, pas le plastique. Quoique. Je ne sais pas à quoi ça sert, mais c'est clairement du plastique. À force de trouver du plastique dans le ventre des poissons, Jessica Perelman a commencé une collection un peu spéciale. De temps en temps, on trouve des sacs entiers. Celui-ci était tout chiffonné quand je l'ai trouvé dans l'estomac. Je n'avais aucune idée de ce que c'était jusqu'à ce que je le déplie. Et vous avez réagi comment quand vous avez trouvé ça dans l'estomac? J'étais sous le choc. J'ai commencé à prendre des photos, à le mesurer, à le montrer à tout le monde dans le laboratoire. On était choqués de voir que ces poissons mangeaient vraiment ça. C'est dur à imaginer, mais c'est dans ce genre de spécimen, le poisson lancette, que la scientifique a trouvé ce plastique. Franchement, c'est vrai qu'avec sa sale tête de méchant, il fait moins pleurer que les tortues ou les dauphins, eux aussi victimes du plastique. Et a priori, lui, il avait tout pour vivre peinard, loin de la pollution. Ces poissons vivent jusqu'à 1400 mètres sous l'eau. Et clairement, ils sont en contact avec du plastique. Ça signifie que le plastique est un problème beaucoup plus grave que ce qu'on pensait. Car même en nageant dans de telles profondeurs, il arrive aux poissons lancettes d'ingurgiter des objets du quotidien. De temps en temps, il nous arrive de trouver le nom d'une marque, comme cette bouteille d'eau, Dasani. C'est quoi? Ça, c'est une étiquette de bouteille d'eau, une bouteille de Dasani, qu'on a trouvée dans l'intestin d'un poisson. Dasani, c'est une marque connue? Oui, Dasani, c'est une marque d'eau très connue. C'est vrai que trouver des indices comme ça dans un estomac nous permet d'identifier tout de suite l'origine du produit. Il ne faut jamais se fier aux apparences.
Dasani, c'est bien plus que de l'eau en bouteille. Maintenant qu'on y pense, depuis qu'on a quitté Paris, on a dû en boire des litres de Dasani. Aux États-Unis, c'est la marque d'eau la plus vendue. Si vous ne connaissez pas Dasani, vous connaissez forcément le nom du groupe qui est derrière, la Coca-Cola Company. Ah, c'est tellement bon de savourer l'instant. Mais c'est encore mieux si la bouteille ne finit pas au fond des océans. Vous savez quoi? À Cache, on a la solution miracle pour lutter contre cette invasion du plastique sur Terre. Le ramassage. Bah oui, c'est vrai. Puisque toute l'année on jette du plastique, on pourrait le ramasser. Ça réglerait le problème, non? Et en plus, tout le monde vous y incite. Les plus motivés peuvent le ramasser ici, le plastique. Dans les calanques. Le groupe en t-shirt jaune là-bas, c'est pas pour un concours de pétanque, c'est pour une opération de ramassage des déchets organisée par Isabelle Poitou. Ouais, la dame qui s'échauffe. S'il vous plaît, amis ramasseurs, tous les objets que nous jetons par terre dans les caniveaux des rues très loin de la mer peuvent descendre en milieu marin. Et ces déchets ne sont pas biodégradables. La nature, elle ne sait pas les digérer. Ça, on commence à le savoir, mais c'est toujours utile de le rappeler. Allez, chacun attrape son sac et se concentre sur son secteur. On y va. La plage pour les plus jeunes, la montagne pour les autres. De toute façon, pas de jaloux, à la fin, il y a des cadeaux pour tout le monde. Merci. Des cotons-tiges, des bâtons de sucette, un petit peu de tout. Et on creuse, on fait le tour, et on recommence et il y en a de nouveaux qui ressortent. Et c'est en même temps l'occasion de faire un peu d'archéologie avec ses enfants. Petite devinette par exemple pour les moins de 30 ans. Qu'est-ce que c'est ça? Tu sais, ce petit bout de plastique qu'on appelle une cassette permettait dans les années 80 d'écouter de la musique ou d'enregistrer des promesses intenables. Pour toujours, je t'aime mon amour, pour toujours. Enregistrer la vie sur cassette ACFA. Mais la palme de la trouvaille du jour est attribuée à la petite Jade. Qu'est-ce que t'as trouvé, Jade? Oh, putain, tu te rends compte? Benoît, tu te rends compte ce qu'on retrouve? Des emballages, voilà, de boissons, de chocolat, tout ce qui fait le pique-nique, des chips. Et bon, après, c'est la civilité des gens, quoi. Après 3 heures d'effort, voici un petit échantillon de l'incivilité des gens. Des poignées de mégots, un joli tas de canettes et surtout beaucoup de plastique, des bouteilles d'eau, des bouteilles de soda et des emballages alimentaires. Heureusement, pour ramasser tout ça, il y a des sacs en plastique, gracieusement offerts par l'association Vacances Propres. Vacances Propres, ça vous dit quelque chose, non? Ce sont eux qui, depuis 50 ans, se battent contre l'incivilité de ceux qui jettent. Mais ce n'est peut-être pas complètement désintéressé. Vous risquez d'être surpris. Vous avez peut-être déjà remarqué le message de cette affiche. Sur le sac en plastique, on peut lire « Jeté par Léa Mamon le 14 avril 2012 ». Il y a aussi la version avec le paquet de cigarettes jeté par Paul Effard. Et en bas de l'affiche, le même slogan « Vous pouvez laisser une plus belle trace sur Terre ». Ça culpabilise et c'est le but. La campagne a été financée par Vacances Propres, rebaptisée Gestes Propres il y a peu. On est presque les seuls aujourd'hui à attaquer frontalement l'incivilité et le geste du jeteur. Lui, c'est Jean-François Moll, le président de Vacances Propres. Monsieur Moll, c'est à vous. Beaucoup d'associations environnementales dénoncent la présence des plastiques dans la mer, qui sont dans la dénonciation. Nous, on essaye d'être dans l'action en ciblant le jeteur.
Ce n'est pas par hasard que Vacances Propres veut vous faire porter le chapeau. En fait, cette association est financée par les plus gros vendeurs de plastique en France. Oui, oui, vous avez bien entendu. Parmi les membres de Vacances Propres, on trouve des groupes comme Danone, Cristalline, Nestlé, avec la marque San Pellegrino par exemple, Procter & Gamble et ses flacons de shampoing, Haribo et Coca-Cola. Des marques qui vendent toutes des emballages qui peuvent finir dans la nature et qui ont donc tout intérêt à désigner un autre coupable. Vous, par exemple. Oui, oui, là, vous. Ouais, même pas capable de viser, quoi. Jean-François Moll, dont l'ONG est financée par les industriels vendeurs d'emballages, a accepté de répondre à nos questions. Suivez les poubelles, c'est par ici. Et pour une fois, on commence par la fin. Après notre interview, Jean-François Moll, qui a oublié son micro, livre ses premières impressions à son équipe. Bon, qu'un truc était difficile, c'était l'histoire des industriels. Elle va garder que le parti industriel. Elle y est revenue par tous les sens. Elle espérait quand même bien me coincer dessus. Pour ne pas vous décevoir, Monsieur Moll, voici donc l'extrait auquel vous faites référence. Ça va? Très bien. Aujourd'hui, qui finance votre association? On a les financements de nos membres industriels anciens. On a qui sont, vous avez la liste dans le... On ne donne pas leur nom, mais vous avez la liste sur notre site. Mais c'est des grandes compagnies, vous connaissez de la grande consommation. Comme par exemple? Vous les connaissez comme moi. Non, mais je crois ils sont embêtés. J'ai pas envie de les citer. Bah, s'ils sont sur votre site, pourquoi ça vous embête? Parce que c'est des règles de confidentialité qu'on a. S'ils sont vus sur votre site, c'est plus confidentiel. Oui, mais pas en communication grand public. Nous, on hésite beaucoup à les mettre dans une situation délicate. Pourquoi une situation délicate? Là, je comprends pas. Pourquoi une situation délicate? Non, mais je ne sais pas, mais moi, je ne suis pas habilité à engager le fait de les nommer. Pourquoi? C'est eux qui vous ont demandé de ne pas le dire? Non, c'est une règle générale qu'on a dans l'association de tout temps. Alors, est-ce que, par exemple, Danone est membre de Vacances Propres? Oui. Est-ce que Coca-Cola est membre de Vacances Propres? Oui. Est-ce que Nestlé est membre de Vacances Propres? Oui. Est-ce que Haribo est membre de Vacances Propres? Est-ce que ça ne vous dérange pas, vous qui luttez contre la pollution, d'être financé par les producteurs d'emballages en plastique? Mais pas du tout. Pas du tout. Ne comptez pas sur moi pour attaquer ceux qui nous ont soutenus depuis des années, qui ont fait ce que cette association est devenue. Le plastique rend des services énormes, y compris pour éviter les déchets. Donc il y a une bonne façon de vivre avec le plastique. La mauvaise façon de vivre avec le plastique, c'est de l'abandonner dans la nature. Et ça, on est férocement contre. Jean-François Moll assume à moitié d'être financé par des industriels. Mais sur la culpabilité du jeteur, il reste ferme. Vous trouvez ça cynique? Peut-être. Figurez-vous que c'est une stratégie vieille comme le plastique. Au départ, c'est même une idée de Coca-Cola. Pour vous raconter cette histoire d'industriels qui préfèrent vous culpabiliser plutôt que de se remettre en question, nous allons aux États-Unis rencontrer un homme qui en connaît tous les détails. Il habite en Virginie. Bonjour. Bonjour. Ravi de vous rencontrer. Enchantée, Sandrine. Bienvenue en Virginie. C'est pas simple à trouver. Je sais. J'espère que vous avez fait bonne route. Entrez, entrez. Le grand bûcheron sympa avec une barbe, c'est Bart Elmore. Et il n'est pas bûcheron du tout. C'est un historien. L'auteur d'un best-seller sur Coca-Cola. La stratégie qui consiste à mettre le problème de la pollution sur le dos du consommateur, il la date des années 60. À l'époque, on voit apparaître d'énormes amas de déchets dans tout le pays. Coca-Cola a essayé de réagir. Ils se sont dit, on commence à être pointé du doigt à cause de nos canettes en aluminium et bientôt des bouteilles en plastique. On fait quoi? Et la solution qu'ils ont trouvée, c'était de rejoindre une association appelée Keep America Beautiful. Quand vous entendez Keep America Beautiful, vous vous dites, ça doit être une ONG créée par une bande de hippies écolos. C'est ce que je pensais.
En plus, c'est une organisation connue. Vous la voyez partout aux États-Unis. Mais étonnamment, c'est en fait une création du lobby des boissons et de l'emballage. L'idée, c'était de dire, faisons croire au consommateur que c'est lui le problème. On ne peut pas en vouloir aux entreprises pour tous ces déchets dans la nature. C'est avec cet Indien tout droit sorti d'un bon vieux western que Keep America Beautiful réussit son plus beau coup. Certaines personnes ont un profond respect pour ce qui fut la beauté naturelle de ce pays. Et à un moment, vous voyez ce gars qui jette ses emballages par la fenêtre de sa voiture. Tout ça se retrouve sur les pieds de l'acteur qui jouait l'Indien. Et là, un caméraman de génie remonte la caméra vers le visage de l'Indien et on voit cette larme. Et on entend ce slogan. Les gens sont responsables de la pollution, à eux d'y mettre fin. Les gens sont responsables de la pollution. Les gens peuvent y mettre fin. C'est ça le message. Les consommateurs sont le problème, pas les industriels, les consommateurs. Et depuis, cette ruse de Sioux qui consiste à pointer le consommateur est sans cesse recyclée par les industriels. Mais ce n'est pas seulement pour vous inciter à ramasser vos déchets. Cette stratégie permet surtout de peser sur les décisions politiques. Ce soir, nous vous proposons un petit interlude culturel à Versailles. Versailles et ses dorures. Versailles et son château dissimulé derrière les cars de touristes. Versailles et ses histoires de poubelles. C'est ici que ça se passe, à la mairie. Une réunion, tout ce qu'il y a de plus sérieux, avec des élus européens. Ils sont ici pour parler de propreté dans leur ville. Et c'est du concret. Ça discute par exemple de la couleur des poubelles de rue. L'Allemagne avait peint ses corbeilles en orange fluo. Le simple fait d'avoir rendu les corbeilles visibles avait permis une meilleure utilisation. L'événement est sponsorisé par une association européenne, le Réseau pour une Europe propre, le Clean Europe Network. Le président de ce réseau doit prendre la parole pour clore la conférence. Il est facile à reconnaître, c'est le monsieur derrière la bouteille de Coca-Cola. Derek Robertson. Il est aussi champion d'Écosse du lapsus. Admirez. J'ai l'immense honneur de travailler pour une structure en Écosse et aussi au niveau européen. Une structure qui se fout complètement... Pardon, j'allais dire qui se fout, mais c'est pas ça du tout. Une structure qui fait attention, c'est ça. Nous faisons attention. Nous voulons que les gens réfléchissent à leurs responsabilités personnelles. La responsabilité du jeteur, toujours elle. Forcément, ça nous met la puce à l'oreille. On prend donc un peu de recul pour en savoir plus sur ce réseau Clean Europe Network. Sur Internet, on trouve d'abord cette vidéo. Bienvenue à tous. Le Clean Europe Network est un groupe d'organisations européennes très engagées dans la lutte contre les déchets sauvages. Le monsieur qui parle, c'est Eamon Bates, le secrétaire général de Clean Europe Network. Nous nous sommes demandé s'il n'avait pas un homonyme, monsieur Bates, parce qu'on est tombé sur un truc vraiment troublant. En fait, Eamon Bates n'est pas seulement le secrétaire général de Clean Europe Network, il a une autre casquette. C'est le lobbyiste européen des fabricants d'emballage. Si, on vous promet. Et pour ça, on a trouvé une autre vidéo. Je suis Eamon Bates et je suis secrétaire général de Pack2Go Europe. C'est une structure située à Bruxelles qui regroupe les industriels de l'emballage d'aliments à emporter. En plus des fabricants d'emballage, Eamon Bates travaille aussi pour des enseignes comme Burger King, McDonald's ou Starbucks. Des enseignes qui utilisent également beaucoup d'emballage. Le comble, c'est que l'association qui lutte contre les déchets
se trouvent dans les mêmes bureaux que ceux du lobby qui produit les déchets. Donc, à ce stade, on a devant nous le président d'une association qui dit qu'il faut responsabiliser les citoyens, pendant que son numéro 2 défend les intérêts des industriels. Du coup, on a très envie d'aller interroger le numéro 1 de Clean Europe Network sur son numéro 2. Bonjour. Excusez-moi, je m'appelle Sandrine, je travaille pour la télévision française. Ce que vous disiez était très intéressant. Auriez-vous quelques secondes? Oui. Super. Bon, alors on va commencer par une question difficile. Qui est Eamon Bates? Pardon? Monsieur Bates. Monsieur Bates est le secrétaire général de Clean Europe Network. Est-ce qu'il travaille aussi pour le lobby de l'emballage? Je ne peux pas commenter. Vous ne savez pas? Non. Mais avez-vous été dans les bureaux du Clean Europe Network à Bruxelles? Oui. Savez-vous que le lobby de l'emballage est situé au même endroit? Je ne sais pas ce qu'est le lobby de l'emballage. Je sais que M. Bates fait beaucoup de choses. Vous me posez des questions qui n'ont rien à voir avec le Clean Europe. Moi, je veux bien répondre à toutes vos questions, mais juste sur notre réseau. Mais M. Bates est bien le secrétaire général de votre réseau et vos bureaux sont au même endroit. Effectivement. Les mêmes bureaux que le lobby des fast-foods. Vous devriez parler à M. Bates de ce qu'il fait avec le lobby du fast-food. Tout ça, ça ne me concerne pas. Je dois discuter avec les autres invités. Merci. Merci. Pour nous, a priori, c'est fini. Mais regardez, au moment où nous nous éloignons, Derek Robertson pense qu'on ne filme plus et il nous rattrape au vol. Je ne suis pas stupide, ok? Je vois où vous voulez en venir et je trouve ça déplacé, ok? Comment ça? Vous avez dit vouloir faire une interview sur le Clean Europe Network, pas sur la politique de M. Bates, ou son travail avec Pack2Go, ou sur les conflits d'intérêts. Vous parlez de conflit d'intérêts, vous pensez qu'il y en a un? Non, mais vous essayez de faire croire qu'il y a un conflit d'intérêts. Pour vous, il n'y en a pas? Non. Au début, c'est tendu. Monsieur Robertson fait mine de ne pas comprendre nos questions, mais au bout d'un moment, il baisse un peu la garde. Mais pourquoi vous êtes tous dans les mêmes bureaux? Écoutez, si vous voulez l'historique, c'est un peu compliqué. Les industriels de l'emballage ont senti à un moment qu'ils allaient devoir gérer ce problème d'environnement. Eamon Bates était leur lobbyiste et ils lui ont demandé de créer un réseau d'associations. Un réseau qui leur serait utile quand ils voudraient passer à l'action sur ces questions environnementales. Vous voulez dire que c'est Pack2Go qui a créé le Clean Europe Network? Oui, à l'origine, c'est ça. Derek Robertson lâche enfin le morceau. Clean Europe Network est donc un instrument du lobby de l'emballage. Vous avez envie de savoir pourquoi le lobby de l'emballage se soucie tant d'environnement? Allez, direction Bruxelles. Comme Eamon Bates refuse nos demandes d'interview, nous lui rendons une visite de courtoisie. Pour aller chez Eamon Bates, il faut slalomer entre les sacs poubelles. C'est grève des éboueurs aujourd'hui à Bruxelles. Alors, regarde. Tu vois? Là, Clean Europe Network et Pack2Go, celui qui est là-haut, là, ils sont dans le même bâtiment. Ils sont là, chez Eamon Bates. Et c'est lui qu'on a envie de rencontrer. Première tentative, l'interphone. Tu as vu quelqu'un? Oui, il est parti en courant. Ah, tu vois des ombres? Bah regarde. Ah. On va peut-être les appeler. Ok, bonne idée. Tentons ça. Yes, this is Élise Lucet, France 2, French television, French public television. Ah, et si on essayait avec une voix de speakerine? Oui, bonjour, c'est Élise Lucet, Cache Investigation. Le pire, c'est qu'il y a du monde dans les bureaux. Regardez, ici.
l'ultime espoir pour nous, ce monsieur qui tombe à pic. Ah, hello. Vous avez quelque chose à livrer? Oui. Ah, il faut sonner. Nous aussi, on a fait ça. On a essayé encore, mais on n'a pas eu de succès. Et d'habitude, ils ouvrent. Ils ouvrent? Ouais, ils ouvrent. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. C'est la première fois qu'ils vous ouvrent pas. Beaucoup de gens qui ne veulent pas répondre aux questions. Hein? Oui, ça, je suis d'accord avec vous. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas répondre aux questions. Ok, je vous laisse. Bon, bon courage, monsieur. Merci, je continue la route. Vous revenez demain? Demain, je reviens. Bon, nous aussi, on va revenir demain. Il n'y a pas de souci. Merci. En attendant, nous allons poser nos questions à des gens beaucoup plus accueillants, pas très loin des bureaux d'Emon Bates. Bonjour. Vous êtes Martin Pigeon? Enchanté. Enchanté. Martin Pigeon travaille pour une association qui étudie l'influence des lobbies à Bruxelles. Lui aussi s'intéresse à Emon Bates et à ses nombreuses casquettes. Votre ONG observe depuis des années les stratégies de lobbying au niveau européen. En quoi le fait d'agir d'un côté au nom de Pack2Go et de l'autre au nom de Clean Europe Network, ça permet de mieux défendre les intérêts de l'industrie de l'emballage? On occupe l'espace, c'est-à-dire que on évite l'apparition de questions qui fâchent, genre est-ce qu'on a vraiment besoin des plastiques? Ouais. Ou est-ce qu'on ne pourrait pas remplacer les plastiques pour autre chose? Ou est-ce qu'on ne pourrait pas interdire tous ces trucs qui finalement polluent l'environnement pour des centaines d'années? Changer un modèle économique comme ça coûte beaucoup d'argent en fait. Et les industriels ne veulent pas faire ça. Ça coûte beaucoup moins cher pour eux de nourrir un lobbyiste à Bruxelles pour expliquer à tout le monde que le problème, ce sont les consommateurs qui jettent n'importe comment. Vous êtes en train de nous dire qu'en fait, pour eux, c'est plus simple de déplacer le problème en montrant les consommateurs du doigt que de changer leurs habitudes de production. Absolument, c'est tout à fait ça. Et c'est une stratégie absolument éculée de la plupart des secteurs industriels de faire passer ses propres messages par d'autres que vous, par des scientifiques indépendants, par des associations, par des contribuables engagés, je sais que bref, ce genre de choses. Pour Martin Pigeon, il y a clairement conflit d'intérêts. Exemple, avec la France et son projet de bannir la vaisselle en plastique jetable en 2020. Le gouvernement français avait introduit une proposition de loi pour interdire un certain nombre d'objets en plastique jetable, donc les assiettes, les gobelets, les couverts jetables, ce qu'on utilise souvent en pique-nique. Et qu'on retrouve après dans l'environnement. Et il se trouve que Emon Bates, et donc le lobby qu'il représente, s'est opposé à ça, mais avec des arguments assez forts, en disant qu'il allait poursuivre en fait le gouvernement en justice auprès de la Cour de justice de l'Union européenne. Le gouvernement français, il allait poursuivre la France. Il allait poursuivre la France, tout à fait, au titre que cette décision serait en contradiction avec le droit européen. Alors qu'a priori, ça fait beaucoup moins de déchets dans la nature si on n'a plus tout ça en vente. Vous connaissez son argumentaire ? Non, je l'écoute. Alors, son argumentaire, c'était que ceci allait être remplacé par des objets biodégradables et que les gens, du coup, n'auraient plus de scrupules à les laisser dans la nature. Et que donc, en fait, le problème des déchets allait augmenter en interdisant les objets qu'on retrouve dans la nature. C'est tordu, mais c'est du lobbying. Quand on vous disait qu'il était plutôt du côté des industriels, Monsieur Bates. Retour donc à la case départ. Mais on en voit un, monsieur, non? Là, de dos. Là, il y en a un, monsieur. Ah non, lui, c'est pas Emon Bates, c'est son collaborateur, Monsieur Boken. Monsieur Boken, pourquoi vous voulez pas nous répondre en vrai? Ce serait bien, non? Ce serait mieux. Ce serait mieux qu'on se parle pour de vrai. Je vais attraper mon train, mais je vous en prie, suivez. Oui, on vous suit. Attention, oui. Oui, c'est vert. Bah, peut-être on peut ralentir un petit peu, monsieur Boken. Je vais rater mon train si on ralentit. Ouais. Comme il a l'air très pressé, Monsieur Boken, on accélère. On ne voudrait surtout pas qu'il loupe son train à cause de nous. À défaut de pouvoir interviewer Monsieur Bates, on mise beaucoup sur lui. Et comme on a un peu d'avance en arrivant à la gare, ça nous donne 5 bonnes minutes pour parler des possibles conflits d'intérêts du patron. Interview quai de gare, grande première. Juste si vous pouvez répondre à ma question. Il n'y a pas de mal pour vous à être secrétaire général d'une association qui se bat pour que l'Europe devienne propre en 2030, où il y ait le moins de déchets possible, et de l'autre côté, être secrétaire général du lobby des industriels de l'emballage qui produisent justement les emballages qui peuvent se retrouver partout en Europe et polluer. Vous voyez là? Oui. Là, vous avez un mégot de cigarette. Oui. Est-ce qu'on va incriminer le mauvais lobby du tabac parce que les consommateurs jettent sur la voie? Mais vous seriez pas quand vous même... incriminez l'Association européenne des producteurs d'emballage
Oui, le lobby. Parce qu'un emballage est sur la voie publique. Le problème n'est pas sur l'emballage, le problème est sur les gens qui jettent par terre. Ah, vous êtes en train de culpabiliser les gens, c'est de leur faute alors. Les irresponsables, oui, je Oui. les culpabilise D'accord. tranquillement. Et de gaieté de cœur. D'accord. C'est scandaleux que des gens jettent des mégots ici, comme c'est scandaleux que des gens jettent des emballages ailleurs que dans les D'accord. poubelles. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas plutôt une manière de voir les choses différentes, c'est-à-dire de dire, pour qu'il y ait le moins de déchets en plastique partout, on limite les emballages au maximum. Je prends un exemple très simple. La France décide d'adopter une loi qui va supprimer tous les couverts, assiettes, gobelets en plastique jetables, donc à une seule utilisation à partir de 2020. Eh bien, M. Bates, il s'est opposé de manière virulente à cette loi. Non, donc ça, je ne comprends non, pas. Pas de manière virulente, vous exagérez encore. La France ne va pas interdire, elle va essayer. Et apparemment, elle a fait ça de manière suffisamment bâclée pour que ça ne respecte pas la législation européenne. C'est-à-dire, alors donc vous allez vous battre pour que cette loi ne soit pas adoptée en France? J'en sais rien. Quand un pays essaie de limiter au maximum les emballages, vous devez être d'accord quand même. Pas de manière radicale comme ça. Les emballages, ils existent parce qu'il y a un besoin. Le coupable de la pollution, c'est le pollueur, c'est pas le producteur. Ah bon? Oui. D'accord. Donc en gros, c'est les gens qui sont irresponsables, qui sont les pollueurs, mais c'est jamais les industriels qui fabriquent les objets. C'est ce que vous êtes en train de me dire? Ah, oui. D'accord. Oui. Pour vous, il n'y a aucune responsabilité des industriels non. dans la pollution? Non. Mon train est là. Vous promettez d'essayer de convaincre M. Bates? En tout cas. En tout cas. Merci, M. Bocan. Allez, bon voyage et bonne chance aussi. On ne vous a pas dit? Monsieur Bocan est candidat aux élections municipales en Belgique sur la liste d'un parti écologiste.